Aujourd'hui, je reçois un avocat au barreau de Paris depuis 2011. C'est le cofondateur du cabinet TLMR Avocat, classement meilleur avocat français selon Le Point Leaders League. Il accompagne des entreprises et des leaders du web. Il est également cofondateur de InfoLawyers, qui est la solution juridique numéro 1 pour les web entrepreneurs, dans laquelle il a déjà accompagné plus de 2500 entrepreneurs. Il est né à Paris, mais il est d'origine bretonne. J'ai le plaisir d'accueillir Henri de la Motte Rouge. Salut Henri. Salut Gaël, bonjour à tous qui écoutez ce podcast. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'avoir depuis le temps qu'on se connaît. Et il y a quelque chose, voilà, dans cette introduction, moi qui a fait tilt, c'est d'origine bretonne. Je le savais pas. Ok. Et Et dis-nous en ouais, plus. effectivement, alors d'origine bretonne, je suis pas né en Bretagne. Finalement, c'est mes quatre grands-parents qui sont nés en Bretagne. Mon nom est originaire, le nom de la Motte Rouge est aussi d'origine bretonne. Il y a toujours un endroit qui s'appelle de la Motte Rouge en Bretagne Nord. Je passe aussi beaucoup de vacances en Bretagne. Et la Bretagne, bah, évidemment, est une terre que j'apprécie beaucoup et je me sens. J'entendais là d'ailleurs dans ton dernier podcast que tu parlais de lieux où tu te ressentais chez toi. Bah, la Bretagne fait partie des lieux où je me ressens chez moi, même si je n'y ai jamais habité en dehors de vacances. Excellent. Et où en Bretagne, t'as un coin particulier qui Oui, en te Bretagne parle? Sud, dans le golfe du Morbihan et au sud du golfe de Morbihan. D'accord, excellent. Moi, je me souviens de vacances que j'avais pu passer à Carnac. Donc, Ouais, bah, voilà, c'est pas loin non plus. Et puis aussi, je suis on va peut-être y revenir pendant ce podcast, mais et j'ai fait beaucoup de voiles de compétition, beaucoup de régates, forcément, bah, la Bretagne est une mer, hein, j'allais dire une terre de régates, mais est une mer de régates où j'ai du coup beaucoup navigué également. Voilà, notamment la Trinité, Bretagne Nord, enfin le golfe du Morbihan, voilà un peu tout ça. extraordinaire. Ouais, donc vraiment un fan de la Bretagne. J'adore. Et c'est ça, je pense que chacun a vraiment, tu vois, ses coins uniques de, bah, moi j'adore l'Asie du Sud-Est, toi c'est la Bretagne. Donc Bon, vraiment. la Bretagne, après, je me verrais bien vivre plutôt en Méditerranée. Je dois dire que la Méditerranée, j'adore aussi. En gros, j'adore la mer, mais j'habite à Paris. Je suis un passionné de la mer, mais j'habite à Paris. D'accord. Est-ce que tu aurais fait la natation dans la Seine si t'aimes pas si t'as pas la mer, t'as la Seine au moins, est-ce que tu serais allé nager dans la Seine comme les athlètes? Bah écoute, ils nous ont dit que l'année prochaine, tout le monde, ce sera un peu accessible à tout le monde. Donc, si c'est propre, moi, j'aurais pas de scrupules à aller nager. J'attends de voir quand même si ça va être propre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, pour en venir, voilà ce que vous faites. Enfin, quand je dis vous, parce que t'es pas tout seul, t'es cofondateur. Hmm. Donc vous êtes focus avec InfoLawyer sur la partie voilà solutions juridiques spécialement pour les web entrepreneurs. Euh, Comment est-ce que ça t'est venu cette idée bah, de te spécialiser toi dans ce domaine-là? Alors, moi, en fait, j'ai fait des études à l'origine en droit de l'homme, et puis ensuite, j'ai fait droit des nouvelles technologies. Et donc, après, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de référence français en droit de l'informatique, droit des nouvelles technologies. Ce qui a un lien, droit de l'homme et droit des nouvelles technologies, parce que tu es aussi pas mal sur des sujets dans les technologies de liberté d'expression. Tu es aussi dans des sujets de vie privée, données personnelles qui sont corrélés. Donc, je me suis lancé dans le domaine du web, des technologies, etc. Et puis, à un moment donné, en fait, fin 2017, on a eu une opportunité avec Jean-Philippe, duquel j'étais proche, j'étais pas encore associé avec lui, mais je travaillais beaucoup pour lui parce que Jean-Philippe est un avocat qui aujourd'hui a 30 ans de barreau. Moi, j'en ai 11. Et du coup, on s'est rapprochés et on a eu une opportunité par l'un de ses clients qui s'appelle LearnyBox, hein, que j'imagine tu dois connaître et que beaucoup de tes auditeurs doivent connaître aussi, qui est la plateforme web pour diffuser ces formations, etc., françaises. Donc, c'est notre client. Et LearnyBox, qui était dirigé à l'époque par Lorenzo Pancino,
Lorenzo Pancino nous a dit, il faut que vous fassiez quelque chose pour les infopreneurs, pour les entrepreneurs du web, il faut que vous proposiez quelque chose. Et c'est là qu'est né Learny Lawyers, qui s'appelait d'abord Learny Lawyers, puis Infolawyers, infolawyers.fr, qui est du coup ce site et ces solutions où on est quelque part des infopreneurs du droit, où on va mettre à disposition des connaissances, du savoir-faire, des modèles de documents pour aider les entrepreneurs du web à vendre en ligne et à développer un business en toute légalité sans les risques juridiques qui vont avec. Extraordinaire. Et par rapport à tout ce qui est, parce que le domaine du juridique, voilà, en ligne, quand tu es web entrepreneur, etc., c'est très très vaste. Et toi, qu'est-ce que tu vois comme problématiques qui reviennent, sur lesquelles vous allez agir auprès de tes clients, des web entrepreneurs qui ont besoin de cet aspect juridique? Alors nous, donc du coup, il y a le cabinet d'avocats qui s'appelle le cabinet TLMR qui est à côté de InfoLawyers. En fait, InfoLawyers, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer, donc ont besoin de mettre en place le b.a.-ba juridique comme des conditions générales de vente, des mentions légales sur un site internet. On les aide aussi à faire leur contrat parce que ce qu'on s'est aperçu, et tu me demandais les problématiques récurrentes, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes n'ont pas de contrat et se mettent en difficulté vis-à-vis de leurs clients, également potentiellement vis-à-vis des freelances et des partenaires qu'ils ont, dès lors qu'ils n'ont pas des contrats solides. On les aide à ça. À un moment donné, si tu veux développer et scaler ton activité, en fait, tu ne peux plus faire l'impasse sur le juridique. Je prends l'exemple aussi, par exemple, des cessions de droits de propriété intellectuelle. Si un freelance qui t'a créé un logo, qui te fait du contenu, du copywriting, ne te cède pas les droits par écrit dans un document qui est formalisé, ces contenus que tu as pourtant payés lui appartiennent en fait. Et ça crée des litiges régulièrement, donc c'est le genre de point à bien cadrer. Ensuite, évidemment, les clients qu'on accompagne nous challenge sur des potentiels litiges qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Donc, on les accompagne aussi dans la résolution des litiges. On les accompagne bien sûr pour recouvrir leurs impayés, leurs créances. On les accompagne également dans le cadre de conflits d'associés. Voilà, plein de sujets différents. Il y a également tout ce qui est création de société, optimisation fiscale, où on en fait une partie nous-mêmes. Et puis, on a également des partenaires qui nous aident sur ces sujets-là, notamment quand c'est de la fiscalité un peu plus complexe à l'international, ce qui concerne souvent les entrepreneurs du web. Alors, Gaël, je ne t'entends plus. Là, j'ai dû revenir. Oui, je t'entends. Très bien, c'est les joies du direct, hein. Et souvent, les entrepreneurs du web, c'est ce qu'on entend, tu vois, on a développé nos business pour avoir, je dirais, une flexibilité. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, voilà, qui vont être amenés à s'expatrier pour diverses raisons. Et toi, est-ce que tu vois voilà, une tendance qui s'est peut-être établie en termes d'expatriation, en termes de destination, en termes d'avantages, peut-être, si une personne nous écoute et elle se dit, ok, elle est entrepreneur du web, elle a son business qui fonctionne bien, elle se dit, je voudrais m'expatrier. Déjà, c'est quoi les différentes raisons, toi, que tu vois de l'expatriation? Alors, déjà, ce qu'on dit régulièrement, c'est qu'il ne faut pas s'expatrier si c'est juste pour des raisons fiscales. Il faut s'expatrier parce qu'on habite réellement dans un pays, on veut réellement avoir un projet dans ce pays, parce que sinon, si on s'expatrie uniquement pour des raisons fiscales, c'est là où on tombe dans l'abus de droit et c'est là où ça peut causer de réelles difficultés avec le fisc. Aujourd'hui, donc il faut réellement déménager. Après, moi, je ne suis pas spécialisé dans les projets d'expatriation. Je ne suis pas fiscaliste et encore moins fiscaliste international. Néanmoins, on a beaucoup de clients qui sont à l'étranger, qui nous demandent de les aider sur leurs autres sujets que sur la fiscalité internationale. Mais les tendances qu'on remarque, c'est il y a eu beaucoup de départs à Dubaï et aujourd'hui, il y a un certain nombre de retours parce que Dubaï a mis en place de l'imposition sur les sociétés. Dubaï a également mis en place des obligations de coopération
avec les Français, et notamment au sujet de la TVA. C'est-à-dire que beaucoup d'infopreneurs qui ne facturaient pas de TVA vont être obligés maintenant, lorsqu'ils sont situés hors UE, de facturer de la TVA. Et c'est d'autant plus important qu'il va y avoir une possibilité de contrôle de l'administration fiscale sur les prestataires de paiement genre Stripe. Voilà, donc c'est un sujet qui est pris à bras le corps par un certain nombre d'infopreneurs. Évidemment, ça ne va pas toucher les petits qui se lancent, mais voilà, c'est des sujets importants. Encore une fois, si vous avez un projet d'expatriation, faites-le avant tout parce que vous avez envie de vivre dans un pays et que ça fait sens, que vous avez votre résidence fiscale. C'est beaucoup, bah, tu as dû le vivre, hein, de toute manière, moi je ne l'ai pas vécu, mais toi tu as dû le vivre. Je pense que c'est aussi beaucoup d'administratif, parfois beaucoup de complexité. Et moi, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est qu'il y a des très bonnes optimisations à faire quand on est aussi en France et qu'il ne faut pas s'en priver. Voilà, il y a des choses à faire pour améliorer votre fiscalité aussi en France. Très clairement, vous continuerez à payer des impôts et plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts, mais il y a des optimisations aussi à faire, donc il faut le savoir aussi. Est-ce que tu seras à l'aise de nous en partager peut-être une ou deux que tu peux voir avec tes clients qui sont dans le web entrepreneur de Alors ces après, optimisations qu'ils font? c'est vraiment au cas par cas l'optimisation, mais il y a des choses qui sont un peu ignorées. Par exemple, avoir une SAS à l'IR en plus d'un business parallèle qu'on a, c'est-à-dire avoir deux entreprises, avoir une SAS à l'IR, parce que quand on a une SAS à l'IR, on va pas facturer, on va pas être sur les revenus qu'on génère, on va juste payer de l'impôt sur le revenu, mais pas de cotisation sociale. C'est énorme ce que ça peut faire gagner. Il y a aussi des montages qu'on peut faire lorsqu'on achète ces locaux professionnels. L'intérêt aussi d'être en France, c'est de pouvoir lever de la dette, de pouvoir du coup avoir des relations avec les banques pour faire des emprunts. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Et là, évidemment, il y a des montages à faire patrimoniaux avec de la transmission potentielle. Mais tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez complexes et qui sont très au cas par cas, qui doivent être étudiées en fonction de la volonté de chaque entrepreneur. Et c'est ça aussi que je vois de plus en plus. Je parle avec des entrepreneurs et des experts, aussi bien juridiques que fiscalistes. Et en fait, tu te rends compte que certes, en France, il y a beaucoup d'impositions, Mmh. mais il y a aussi, en fait, quand tu connais la loi, quand tu sais comment ça fonctionne, tu as aussi la possibilité, ben, en fait, de la tourner à ton avantage. Très clairement, très clairement. Vraiment, à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, à mon sens, c'est très important d'être entouré d'un fiscaliste parce que ça peut vraiment vous aider à optimiser des choses. Moi, je vois des personnes qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui sont entrepreneurs individuels, mais c'est un désastre sur le plan de l'optimisation. Donc oui, c'est n'importe quoi en gros d'être en France quand vous faites pas ce qu'il faut pour le faire bien. En revanche, il y a plein d'optimisations possibles. On peut aussi, et notamment lorsqu'on est dans le domaine du web, s'installer dans des zones franches où l'imposition est très faible. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a la possibilité de faire certains montages qui sont tout à fait légaux. Voilà, mais il faut, et même ne serait-ce que parfois de passer en société, de changer de forme de société, de passer de SAS à SARL, par exemple, va générer une imposition moindre. Donc voilà, faut régulièrement. Je dirais que c'est pas quand on se lance, parce que souvent des gens sont à peine lancés, ils vont être focalisés sur ces sujets-là, alors qu'en fait ça ne les concerne pas. Le statut, par exemple, de micro-entrepreneur ou d'auto-entreprise est très intéressant pour se lancer, mais c'est plus après là quand on commence à générer du chiffre d'affaires, je dirais à peu près à partir de 100 000, ayez le réflexe de vous dire, ça peut peut-être être bien que je me renseigne si mon montage est le bon et si c'est le plus adapté pour ma situation personnelle. Quand tu dis 100 000, parce que c'était justement la question que j'allais te poser, à partir de quel seuil est-ce que tu recommandes de t'entourer de fiscalistes, voire d'un avocat fiscaliste? Quand tu dis 100 000, c'est 100 000 euros par mois, par an, sur quel... 100 000, à partir de 100 000 annuels, par exemple, c'est important de ne plus être entrepreneur individuel. Mhm. Là, il y a des choses que vous pouvez commencer à faire. Évidemment, c'est exponentiel au fur et à mesure de l'évolution de ses revenus, quoi. D'accord, je comprends bien. Et ça c'est vraiment important parce que
j'entends souvent des personnes qui sont très focus sur la partie croissance d'entreprise et moi, Mmh, enfin, c'est ce que j'apporte à mes clients, je les aide bien sûr. à augmenter leur chiffre d'affaires et c'est bien de faire rentrer, mais aussi une fois que tu fais rentrer, l'autre question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte, heu, d'optimiser fiscalement, ce que tu vas être amené à sortir et c'est important, Bah, c'est bien comment. sûr, parce que ça t'aide à tous les sujets, ça va t'aider à la constitution d'un patrimoine, parce qu'il faut pas oublier que, et c'est d'ailleurs ce que je disais récemment dans un post LinkedIn, qu'on on travaille quand même pour gagner sa vie. Et en fait, vous pouvez gagner beaucoup plus de vie si vous faites les choses bien, parce que vous allez gagner du temps, tout simplement parce que vous allez l'argent en fait que vous et la baisse de la fiscalité sur certains revenus peut vous permettre de gagner 5 ans, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait d'optimisation dans son business pour le même gain effectué. Et en conséquence, ces revenus, ça peut être de la patrimonialisation que vous allez faire pour vous, ça peut être du réinvestissement dans votre entreprise ou de l'investissement dans d'autres entreprises. Donc voilà, c'est vraiment intéressant en fait Mmh. de gérer toutes ces choses-là. Écouter ce que dit Henri, c'est extrêmement important parce que oui, le business, il n'y a pas qu'une seule facette, c'est vraiment prendre en considération les différentes facettes et vous pourrez rentrer en contact avec lui, je partagerai, ses coordonnées sous le podcast et puis vous expliquera comment rentrer en contact avec lui plus tard. Tu parles aussi d'autres choses, un point que je trouve vraiment intéressant, c'est tu parlais des impayés et souvent en tant qu'entrepreneur, tu vois, un de nos premiers jobs, c'est s'assurer d'être payé, pour Bien les sûr. services, bah, qu'on délivre. Qu'est-ce que toi tu dis? Quel moyen, quel recours est-ce que nous avons si jamais, on a signé un contrat et le client, pour une raison ou une autre, met des impayés, ne paye pas, paye en retard? À partir de quand est-ce que toi tu vas mettre en place, les pénalités de retard? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que quand tu te lances, tu vas peut-être te dire: «OK, il est peut-être un peu en retard, mais c'est OK, je vais pas lui donner de pénalité de retard». Comment est-ce que toi Alors, c'est très tu l'abordes? intéressant comme question parce que la base d'un recouvrement d'une créance, on appelle ça comme ça, ou la base de la lutte contre Mmh. les impayés, déjà, c'est d'avoir un bon contrat. Toi, tu parles de contrat signé, mais plein de personnes qui viennent nous voir à notre cabinet arrivent avec des dossiers où justement où ils n'ont pas fait signer le contrat, Mmh. où les choses ne sont pas carrées, où les factures sont mal faites. Donc la base déjà, si vous voulez pouvoir aller en justice ou même du coup pas forcément aller en justice mais résoudre amiablement votre affaire, c'est d'avoir un dossier qui soit carré. Donc c'est un contrat ou un devis avec des CGV qui est signé, ou alors que vous avez la preuve de l'acceptation, notamment par une case à cocher en ligne, et une facture. Voilà, très important. Et ce contrat, il doit évidemment être conforme à la réglementation, sinon là aussi, ça va poser des problèmes. Donc il faut avoir un contrat qui soit bien fait. Et ça, c'est la base pour pouvoir ensuite aller beaucoup plus facilement réclamer son argent. Moi, ce que je conseille, après c'est du bon sens, à titre personnel, c'est quand vous travaillez avec un nouveau client, faites-vous déjà toujours payer un acompte. Parce que l'acompte, ça permet de matérialiser l'engagement du client. Souvent, les gens qui se lancent ont un petit peu peur de réclamer de l'argent, mais en réalité, en fait, il est très important de déclencher finalement le fait de payer. Hein, c'est un peu comme quand on va voir un psy. Quand on paye, on s'investit beaucoup plus. C'est comme quand on va faire un coaching. C'est la même chose en fait. Donc, un acompte, c'est fondamental. En plus, il y a un adage un peu en droit qui dit acompte, ton compte est bon. Donc, en général, quand on va payer un acompte, c'est qu'on s'engage dans le contrat. Donc, obtenez un acompte et ensuite, voilà, ne laissez pas traîner. Il y a des gens, je ne comprends pas, parfois, ils ont peur de facturer. Ne laissez pas traîner vos factures. Ne laissez pas traîner votre facturation. Facturez dès que vous avez terminé la mission. Ensuite, ayez un processus de relance. Nous, c'est ce qu'on propose dans InfoLawyers, et notamment dans notre bouclier 360, qui est une solution pour aider les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs du web. C'est d'avoir justement tous les modèles de relance. Donc, en fait, nos clients mettent en place une méthodologie avec des process de relance. À un moment donné, d'ailleurs, dans ce process, ils ont la faculté de mettre en copie
leurs avocats, c'est-à-dire nous-mêmes, ce qui augmente drastiquement l'effet aussi pour les clients. Et ensuite, si cette étape de relance un peu amiable, où on donne même des petits textes, des petits textes d'appel téléphonique, n'a pas fonctionné avec la mise en demeure, là, on passe dans l'étape 2, qui est l'étape agence de recouvrement, en fait, où là, il va y avoir des mails automatisés par une agence qui va pas lâcher la personne quelque part. Et l'intérêt pour l'entrepreneur, c'est qu'il ne débourse rien de plus. Finalement, euh, il paye que au résultat de ce qui est... voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant également pour lui, c'est-à-dire que c'est souvent des impayés qu'on considère être perdus parce qu'en fait, on a relancé de multiples fois grâce à notre process initial. Et là, l'agence de recouvrement arrive et potentiellement, elle permet d'obtenir le règlement. Dernier point, c'est aller en justice. Et là encore, pour aller en justice, il y a ce qu'on appelle l'injonction de payer qui est assez efficace. Mais là encore, pour obtenir une injonction de payer auprès d'un tribunal, c'est-à-dire que le tribunal vous autorise et ordonne finalement à votre créancier de payer, il faut avoir un dossier solide, un contrat, une facture. Et j'en reviendrai toujours à là. Si vous n'avez pas les bons éléments, si vous n'avez pas un bon contrat, une bonne facture, donc des bons documents juridiques, ça ne fonctionnera pas. Derrière, ça obligera soit à faire face à un impayé, soit vos avocats à devoir négocier au rabais finalement la créance que vous avez, à devoir trouver un accord parce que vous n'avez pas un bon contrat. Donc tout commence au niveau du contrat. Contrat facture, le Exactement. minimum du minimum. Bien sûr. Et c'est Exactement. intéressant le process que tu indiques, parce que moi je pensais impayé égale société de recouvrement directement, mais toi tu mets une étape précédente en passant par les avocats, Ça la évite, mise en ça évite demeure. de régler les 20% si toi-même, dans ton tunnel, entre guillemets, de relance, tu as les bons messages, tu as la possibilité de mettre en copie ton avocat. En général, c'est assez efficace. Parfois, nous, on a des réponses et on répond au débiteur que oui, on va engager une action s'il ne paye pas. Et il y a le bon modèle aussi de mise en demeure. Ça, c'est important aussi d'avoir un bon modèle de mise en demeure parce que ça fait partir des intérêts légaux. Donc, si vous envoyez un courrier qui n'est pas une vraie mise en demeure dans les formes exigées, ben là encore, ça ne fait pas partir les intérêts légaux, les pénalités de retard, etc. Parce que ça, souvent, c'est un levier aussi qui va motiver votre débiteur de mauvaise foi à régler. C'est quand il y a des intérêts de retard et des pénalités justement que vous pouvez facturer. Ouais, parce qu'on voit souvent en bas des factures, il y a marqué majoration de temps en fonction de l'article du CGI. Mais ça, c'est quelque chose qui est applicable à n'importe quel moment sans prévenir, ou est-ce qu'il y a besoin d'avoir déjà commencé une sorte Bah, d'action effectivement, il y légale a envers la besoin personne? d'avoir mis en place cette mise en demeure. Euh, et c'est vrai que cette formalité, d'ailleurs, indiquer ces pénalités, elle est obligatoire dans les factures, hein. Vous devez impérativement le mettre, tout comme dans votre contrat. D'accord, intéressant. Important de mettre ça en Bien place. sûr. D'accord, très bien. Donc, Et pense ce à qui est le mettre. aussi intéressant, et ça c'est ignoré parfois de certains avocats ou même d'huissiers, c'est que vous pouvez aussi mettre à la charge de votre débiteur les frais de recouvrement et notamment les frais d'avocat. D'accord. Donc, si par exemple la société de recouvrement te prend 20% pour recouvrer une somme, cette somme-là sera payée par... Ouais, tout à fait. D'accord. Ok, ok, intéressant. Et Bah c'est oui. assez incroyable, tu vois, de voir toutes les... En fait, dès que tu commences à rentrer dans le droit, et c'est quelque chose, tu vois, que j'analysais récemment, c'est que souvent, bah voilà, on fait du business et dans la majorité des cas, je pense que la majorité des gens vont faire de bon sens avec une bonne... tu sais, ils sont Ouais, de bonne foi, ouais. de bonne foi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie, je dirais, émotive, mais il y a aussi la partie, bah, on est dans un cadre légal, à pas oublier. Et comment est-ce que toi, tu mettrais ce curseur entre, bah, soit si t'es trop dans l'affect, entre guillemets, si je dirais, bah, tu vas un peu ignorer les parties légales, ou soit être trop dans l'égal, et puis là, bah, si t'es trop dans le légal, bah, il y a de fortes chances que tu sois imbuvable, parce que personne aime parler avec un mec qui va te sortir. De toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui te dit
montre-moi des justificatifs de tel et tel truc. En général, tu me dis, ouais, ça sert à rien de parler avec lui parce que s'il veut rentrer là-dedans, c'est pas le type de relation que tu veux établir, tu vois. Écoute, c'est bien simple. Plus tu montes de level, et moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à des niveaux, en fait, Ok. des paliers que tu franchis, mais je suis pas le seul à le faire d'ailleurs. Mais plus tu montes de level, en fait, plus le juridique est important. Et à un certain niveau, tous les entrepreneurs à succès, finalement, sont câblés au niveau juridique, ou en tout cas, ils ont une équipe qui est câblée à ce niveau-là. Ils ont des contrats signés, ils font attention à leurs droits à l'image, à leurs droits d'auteur. Voilà, donc c'est un indispensable. Je Mm. dirais même qu'à certains moments, moi j'ai vu des entrepreneurs se lancer super jeunes, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le milieu, qui aujourd'hui sont des gars qui ont des énormes succès. Et en fait, dès le début, ils avaient accordé de l'importance au juridique. Pourquoi? Parce que c'était aussi un élément de crédibilité vis-à-vis de leurs clients. C'est un élément qui leur permet aussi de lutter un peu contre le syndrome de l'imposteur. Oui, moi les gars, j'ai un bon contrat, j'arrive, je signe un contrat. Et en fait, on vous en voudra jamais trop. D'ailleurs, je constatais ça là récemment. J'ai travaillé avec un freelance et le type était très carré, il avait un bon contrat, etc. Euh, en fait, on vous en voudra jamais trop d'être un peu carré, quoi, en fait. Au contraire, en fait, quand les choses sont pas carrées, c'est là où se nichent les problèmes, en fait, parce que souvent, tout le monde n'est pas de mauvaise foi, bien entendu, mais souvent, c'est juste qu'il y a eu un malentendu. Et comme on s'est pas vraiment mis d'accord sur les éléments, comme on n'a pas signé de contrat, on n'a pas acté sur quoi on était d'accord, c'est là où se crée un problème, en fait. Alors que quand on s'est bien mis d'accord avant un début de mission et que on sait, on a signé un contrat, là, le jour où il y a une difficulté, où il y a un désaccord, on ressort le contrat et là, on sait résoudre notre problème en fait. C'est ça qui est important aussi à comprendre. C'est qu'un contrat, ça va vous permettre de mieux résoudre vos problèmes, de mieux sortir par le haut de difficultés et donc c'est positif. Donc c'est vraiment avoir cet aspect-là et bah, c'est, je dirais, se sécuriser par l'intermédiaire d'un contrat, par l'intermédiaire de l'aspect légal et pas se dire, ah non, bah, il a peut-être pas lu le contrat, ça va peut-être le surprendre, il va peut-être se dire que c'était autrement. Mais non, mais au contraire, vous êtes coach aujourd'hui, vous arrivez avec un client, vous avez un contrat que vous lui faites signer sur DocuSign, déjà, ou sur un autre outil de Oui. signature. D'ailleurs, on est à la tête d'une start-up qui propose, enfin, on est co-investisseur dans une start-up qui propose la signature à VitalSign. Et c'est intéressant, en fait, parce que ça permet de signer plus vite. En fait, ça permet de closer plus vite. Vous allez apparaître comme sérieux. Euh, Nous, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que les contrats de TPE, PME, à 90%, quand vous travaillez avec des TPE, PME, ils sont même pas négociés. Donc, il y aura des clauses qui auront été ultra sécurisantes dans votre contrat. Par exemple, une clause limitative de responsabilité que beaucoup de gens ne mettent pas dans leur contrat, alors que c'est une clause qui est fondamentale, parce qu'en cas de problème, elle va considérablement diminuer le risque qui pèse sur votre entreprise. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont simples à mettre et voilà, qui obligent à faire les choses bien. Excellent. Ouais, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça déjà d'en prendre conscience. Et une fois Exactement. qu'on, et une fois qu'on en a conscience, c'est aussi bah, de se protéger nous sur un point de vue bah, vis-à-vis de la loi parce que c'est ce avec quoi la personne en face de nous s'accorde. C'est Mais aussi ça. c'est pour ça d'ailleurs, Gaël, et tu le sais, qu'on a créé InfoLawyers, parce que en fait, c'est vraiment pour réduire, et notamment pour les entrepreneurs qui se lancent ou qui n'ont pas des gros moyens, parce que justement, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider de manière simple, rapide et économique tous ces entrepreneurs. C'est pas la même démarche que d'aller voir un cabinet d'avocats là qui va facturer des prix un peu élevés. Non, justement, l'objet, c'est vraiment de permettre à tous ces entrepreneurs qui sont courageux, qui ont envie de développer un business qui n'ont pas forcément les moyens d'investir trop dans le juridique, de mettre en place ce qu'il faut à minima pour faire les choses carrées et être sûr qu'en cas de difficulté, ils seront protégés. Et absolument. Excellent. Donc prenez bien ça en compte. Amis qui nous écoutez, venez, enfin, autorisez-vous à vous protéger par l'intermédiaire de contrats qui viennent sécuriser votre entreprise. Si jamais vous avez un différend avec quelqu'un, bah oui,
Oui, on aime bien avoir cette partie, je dirais, affect. On se dit ça se passe bien avec la personne, mais certaines fois, bah voilà, faut retourner dans le carré, dans le noir et blanc, dans le logique, qui est de dire bah voilà, c'est pas ce qui est écrit sur le contrat, donc en fait non. Donc Exactement. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que dans la plupart du temps, on ne ressort pas son contrat. C'est-à-dire qu'on a signé le contrat et puis on ne le ressort pas. Dans 10% des cas, on le ressort. Et quand on le ressort, c'est là où on est content d'avoir un bon contrat. c'est ça. Et ça fait jamais plaisir, tu vois, de devoir se ressortir un contrat quand t'as dans une relation avec quelqu'un, c'est pas le but, tu vois. Non, Mais mais bien c'est sûr, vrai bien sûr. que quand ça arrive, Et, bah, et même dis-moi. parfois, avoir un bon contrat, c'est un outil aussi de recadrage client, de recadrage commercial. Je donne l'exemple, en fait, que nous, on dit souvent de mettre dans les contrats ce qu'on appelle une clause de réserve. Une clause de réserve, c'est quoi? C'est de dire, bah, je limite par exemple à 2 allers-retours. Je suis vidéaste, je fais des reels pour mes clients. Bah, je limite à 2 allers-retours avec eux. Évidemment, si tu as un bon client, que tu es content, et bah, tu peux être plus commercial que ton contrat. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas lui indiquer aussi à ton client, tu vas lui dire, normalement le contrat prévoit ça, mais voilà, de manière, j'ai grand plaisir à vous offrir ça en plus. Et donc là, tu montres que tu fais un effort. Et au contraire, quelque part, le client, il va savoir aussi qu'à un moment donné, il va pas pouvoir beaucoup plus abuser. C'est-à-dire, il va pas pouvoir te demander 3 nouveaux retours parce que bah, tu lui as rappelé quand même ses obligations contractuelles. Donc, un bon contrat aussi, c'est une manière de cadrer la relation. Et quand on est coach, quand on travaille comme prestataire de service, bah, à certains moments, il est fondamental de pouvoir cadrer son client. Et quand Mhm. on s'appuie sur un bon contrat, c'est beaucoup plus simple. Excellent, excellent. Et il y a beaucoup de choses voilà, qu'on voit évoluer dans ce domaine du juridique en Ouais. France, notamment dans le domaine des web entrepreneurs. Et est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu vois, dans les mois, dans les années à venir, dans quelle direction, quelle est la tendance euh, de l'environnement en France par rapport à ce marché des web entrepreneurs? D'un Bah, point de moi, je vue dirais qu'il y juridique, a je des, parle. il y a, il y a des, il y a des tendances de marché, euh, notamment chez les infopreneurs, où on voit qu'aujourd'hui, en fait, ce qui fonctionne plus, c'est quand même d'avoir des équipes plutôt que de vendre, enfin des vraies équipes de coach, etc., plutôt que de vendre de la formation pure. La vente de formation pure, c'est un petit peu, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Euh, sur le plan juridique, je pense aussi bah, qu'il y a eu beaucoup de pratiques commerciales trompeuses, de ventes un peu forcées. Donc il y a eu des personnes qui se sont faites épingler là-dessus. Et puis il y a le marché global des clients qui s'est éduqué à bah, apprendre qu'il faut pas forcément acheter tout de suite sans réfléchir parce qu'on vous promet le bonus absolument astronomique et que vous avez 2 heures pour passer à l'action. Voilà, donc moi, je pense qu'on va aller vers finalement, et je trouve que c'est la tendance actuelle, vers des ventes un peu plus long terme, qui sont pas des ventes, qui sont pas des ventes forcées quelque part. Donc, de plus en plus finalement une imprégnation juridique. L'autre point, et qui me semble être aussi une question fondamentale, bah, c'est justement la question de l'éventuelle concurrence déloyale de personnes qui interviennent depuis l'étranger et vendent sur le marché français sans, par exemple, facturer de la TVA. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de concurrence déloyale? Donc, il peut y avoir, nous, on a déjà traité des dossiers de ce type, et c'est vrai que, en fait, quelqu'un qui va vendre en France, qui lui facture la TVA, alors que l'autre vend depuis l'étranger au même client et ne facture pas la TVA, bah, potentiellement c'est une situation de concurrence déloyale, surtout s'il ne respecte pas la règle, quoi, en fait. Bien sûr, donc c'est plus venir réguler un petit peu ces affaires-là en termes de ce qui se passe avec Dubaï, notamment. Tout à fait, tout à fait. Donc, Aussi la transparence dans la communication, dans les posts, donc ça est de plus en plus importante. Donc bien indiquer, par exemple, que quand on fait un post pour un partenaire, bah, il faut l'indiquer parce que sinon ça peut être une pratique commerciale trompeuse. Il y a eu plusieurs influenceurs qui se sont fait épingler sur le sujet. En plus, maintenant, la DGCCRF,
elle a la possibilité de faire quelque part du name dropping sur le sujet. Donc voilà, ça force à réfléchir. Et en plus, quand on a un contrôle de la DGCCRF, généralement, ils vous lâchent pas, quoi. En fait, ils regardent tout ce que vous faites. Donc voilà, c'est important de le savoir parce que faut mieux aussi éviter d'avoir des contrôles. Et ça, comment on évite d'avoir des contrôles? En essayant un maximum. Je dis pas que en fait, d'un point de vue commercial, nous on est en permanence, notre métier en permanence, puisqu'on travaille pour des web entrepreneurs et des plateformes e-commerce, etc. Notre métier, il est en permanence de faire des arbitrages et d'avoir aussi une argumentation à un moment donné à opposer si on vient nous contrôler. Donc en fait, c'est souvent d'être sur la brèche, sur le fil de la brèche, mais mettre en place ce qu'il faut à minima pour dire, bah oui, regardez, ce qu'on a fait, effectivement, c'était peut-être pas à 100% conforme, mais on l'a fait, quoi. On a fait ce qu'il fallait. Et d'avoir des éléments de discussion en cas de contrôle. D'accord, je comprends. Ah, donc c'est vraiment... Et c'est une chose qui revient assez souvent aussi avec... dans le domaine du légal, c'est de se préparer en cas de contrôle, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Bah là, encore une fois, si vous avez fait les choses bien, que votre comptabilité, elle est clean, que votre site internet, il a les bonnes mentions, CGV, etc., que voilà, vous avez un contrat avec vos clients, honnêtement, même si un contentieux survient ou un contrôle ou un litige avec vos clients, bah, en fait, il y aura beaucoup moins de prise sur vous. Et, Oui. et nous, si on doit vous défendre, bah, on sera beaucoup mieux préparé quelque part et on pourra beaucoup mieux vous défendre en fait. Donc ça permet vraiment d'anticiper en fait. Exactement, c'est de l'anticipation. Et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il vaut mieux anticiper au démarrage que de laisser un litige survenir, parce qu'en général, la note, elle est beaucoup plus salée, que ce soit les risques que vous prenez. Si vous avez une action judiciaire, bah, les frais d'avocat sont beaucoup plus importants, alors qu'en fait, d'avoir fait le b.a.-ba au démarrage, ça coûte pas forcément très cher, quoi. Je comprends bien. Et c'est ça. Et c'est souvent cette question d'anticipation. Et Exactement. tu Et sais, c'est un encore une peu... fois, chaque anticipation, elle est en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si vous démarrez, bah, le RGPD, c'est pas un souci des gens qui font 0 à 20 000, à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, vous commencez à faire plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous faites plus de 10 millions, bah, là, le RGPD, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer de manière proactive. Et en fait, à chaque level, pour revenir à la notion de niveau, à chaque niveau, à chaque palier, bah, vos obligations et là où vous devez mettre le focus, quoi. Je parlais tout à l'heure du palier de 100 000 euros sur justement commencer à se poser des questions fiscales. À chaque palier a ses problématiques et a ses questions que vous devez vous poser au niveau juridique. Parfois, on voit aussi des gens qui ne se lancent même pas et qui font rien parce qu'ils se disent la réglementation est tellement complexe, c'est tellement dur, je ne sais pas par où commencer. Qui ne se lancent même pas. Bon, parfois, souvent, c'est souvent une excuse. Mais en réalité, c'est que, en fait, ils n'ont pas aussi, parce qu'ils sont pas suffisamment formés à ça, bah, la notion de savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Et c'est là où, en fait, être accompagné d'avocats, se renseigner sur le sujet. Si par exemple vous êtes abonné à notre newsletter InfoLawyers, par exemple, bah, c'est là où aussi on vous forme et on vous éduque sur ces sujets-là. Ouais, et vraiment, s'éduquer, s'informer, c'est extrêmement important. Et comme tu dis, c'est un peu comme Complètement. quand tu prends une assurance. L'assurance, c'est un truc que tu achètes, mais t'espères ne pas l'utiliser. Exactement, exactement. Bon, bah là, c'est la Et même là, chose. quelque part, la différence aussi, c'est qu'un contrat, tu l'utilises, enfin, si tu fais des ventes tous les jours, tu l'utilises tous les jours, quoi, en Tu fait. dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, important Pour moi, d'y mettre le focus. nous, on considère que c'est un pilier fondamental d'un business. En fait, un business, si on veut qu'il soit durable, qu'on veut être aussi serein, parce que c'est important d'être serein dans le développement de son entreprise, c'est ce qui va permettre bah, de mieux se concentrer. Bah, Bien il sûr. faut avoir géré le juridique. Et encore une fois, en fonction de son niveau, je le rappelle parce que c'est important aussi. Absolument, absolument. Euh, Henri, le titre de ce podcast s'appelle le différenciateur inné. Ouais. Et quel est, selon toi, ton différenciateur inné? Quand je te dis le tien, c'est pas le tien, mais celui voilà, de InfoLawyers en Ah, particulier. je pensais que c'était le mien.
Ou le tien aussi si tu veux, hein, mais là c'est vraiment plus le focus sur D'accord. InfoLoyers. Non, bah, on peut peut-être dire les deux, quoi. Bah, Déjà, dis les deux, vas-y. en différenciateur inné en termes personnels, moi, je dirais que je suis profondément deux choses, donc j'en ai deux déjà. On Le a mec deux. ne fait pas du tout comme il faut, tu vois. Première chose, c'est que j'adore fédérer des équipes dans un projet et je pense que j'ai un vrai talent pour ça. Recruter des personnes, m'en entourer, qu'elles durent longtemps avec nous. Tu vois, dans notre cabinet, il n'y a pas de turnover, les gens sont hyper heureux. Et en fait, je leur donne, enfin, on leur donne avec Jean-Philippe une grande autonomie. On est très bienveillant et du coup, c'est ce qui permet d'avoir des réussites. Je fais la même chose et ça, je l'ai emprunté aussi à mon en voile où je fais de la régate. Là récemment, bah, la semaine dernière, j'ai gagné une régate à Marseille devant tous les avocats. J'étais le seul skipper barreur qui n'était pas professionnel. J'étais le seul qui était réellement avocat. Tous les autres équipages ont des professionnels à bord. Et voilà. Et en fait, moi, je gère mon cabinet, mes business de la même façon que je skip un bateau, c'est-à-dire que je suis barreur. J'ai des gens qui sont hyper compétents à d'autres postes. Moi, je fais de la barre, un peu de stratégie, pas mal de stratégie quand même, et ça, je pense que c'est le deuxième différenciateur inné, c'est que au niveau stratégique, bah voilà, je suis aussi un joueur d'échecs. La voile, c'est très stratégique. Tu as de la météo, tu as du positionnement par rapport aux adversaires, etc. Et dans le droit, évidemment, quand tu es dans des contentieux, c'est tu joues aux échecs avec tes adversaires. Et ça, c'est des éléments que j'aime bien. Et dans le développement de l'entrepreneuriat aussi, c'est beaucoup de stratégie que j'apprécie beaucoup. Voilà, puisque moi-même, je suis du coup entrepreneur, comme vous l'avez compris. Voilà, ça c'est vraiment au niveau personnel. Au niveau cabinet et infoloyers, un cabinet TLMR et infoloyers, je dirais que notre différenciateur inné dans infoloyers, c'est d'être pédagogique, de simplifier, de rendre accessible une matière qui est quand même complexe, d'aider vraiment les gens qui se lancent et de manière simple, rapide et économique. Pour TLMR Avocat, nous, on est réputé en tant qu'avocat pour vraiment donner du conseil opérationnel. Certains clients vont chez certains avocats et puis leur disent une note de 35 pages pour leur dire que c'est pas possible de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Nous, en fait, nous, on aime bien accompagner les chefs d'entreprise et on est constamment justement sur leur choix avec des arbitrages go, no go, niveau de risque et très opérationnel, très focus. Donc, et ça, je le peux quelque part parce que je suis entrepreneur aussi, quoi. Donc, fédérer les équipes, stratège au niveau personnel et puis Ouais. Au niveau business, c'est être très actionnable, je dirais. Ouais, très opérationnel, très en Opérationnel. fait. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment parce que moi-même, je suis entrepreneur et chef d'entreprise et j'aurais pas aimé quelqu'un qui me donne pas une réponse précise, Ouais. si je peux y aller ou pas, qui soit pas de bons conseils, quoi, en fait. Absolument. Donc, c'est se mettre à Absolument. la place de ses clients aussi, quoi. Ça, c'est essentiel. Bah, magnifique transition pour les personnes qui veulent te contacter. Comment est-ce qu'elles font? Bah, pour les personnes, elles peuvent aller, il y a le site infoloyers.fr, il y a le site du cabinet tlmr-6 avocat.com. Donc elles peuvent nous envoyer un mail, je sais pas s'il y aura le mail aussi. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Je pense qu'il y aura aussi les références sous le podcast. Voilà. Magnifique. Donc, très bien. Donc, on mettra tout ça sous le podcast. Effectivement, ce sera le plus simple. On a une mission au sein de mon entreprise. C'est de connecter l'humanité en Mmh. révélant son potentiel. On a parlé de ton potentiel à toi, Henri. Maintenant, on va parler de la partie connecter l'humanité. Donc, pour moi, la connexion, c'est essentiel quand on dans la vie et dans le business encore plus. Et pour continuer cette chaîne de connexion de personnes qui, dans ton entourage, que tu aimerais voir participer au podcast pour que j'aille chercher, qu'on vienne partager justement son différenciateur inné, venir révéler son potentiel à lui. Bah, justement, j'en ai déjà un peu parlé dans le début du podcast, c'est Lorenzo Pancino, hein, qui, sans lui, finalement, nous n'en serions pas là, puisque c'est lui qui nous a révélé dans le côté infoloyers, transmettre notre savoir
au plus grand nombre. Lorenzo Pancino, il est extraordinaire parce que, je ne sais pas si tu le connais d'ailleurs, mais il est ancien animateur radio phare. Il a été sur Fun Radio, c'est la voix off de Cyril Lignac et de beaucoup de stars. Voilà, et c'est quelqu'un qui, du coup, a une voix, une présence en vidéo qui est énorme. Et au-delà d'avoir créé l'Erniebox, de l'avoir revendu dans des bonnes conditions, voilà, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup aussi au milieu de l'entrepreneuriat du web. Eh bien, Lorenzo, ce sera un plaisir de t'avoir sur le podcast. L'invitation est lancée. Henri, on arrive à la fin de ce podcast. Un plaisir de t'avoir, de rentrer, de venir creuser sur un sujet qui peut souvent faire peur quand on se lance, ou même quand on a un business, de dire aller chez les avocats, ça peut faire peur. Si tu avais un mot de la fin à laisser aux personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui nous ont écoutés jusque maintenant, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Je leur dirais que, en fait, l'entrepreneuriat, si par exemple c'est des personnes qui hésitent à entreprendre, c'est un formidable moyen de développement personnel et professionnel. Et je sais que tu en as été témoin, tu as été à Bali, tu avais fait beaucoup de choses aussi. Et nous-mêmes, en fait, on a beaucoup appris à se connaître, appris à se respecter dans l'entrepreneuriat. Parce que tu apprends que pour durer sur le long terme, il faut faire aussi attention à ton corps, il faut faire attention à ton esprit. Et voilà, donc l'entrepreneuriat, énorme source de développement personnel et professionnel. Donc allez-y, go. Moi, je trouve que franchement, plus je m'en rends compte, plus je trouve que effectivement le salariat est souvent une forme d'esclavage. Quand je vois mes potes, voilà, moi je peux organiser mon temps, mon énergie pour être focus sur les clients, et ça c'est vraiment top. J'ai aussi, je voudrais juste dire aussi en avant-première, peut-être les 4 mots qui nous ont fait gagner la Juris Cup et que j'utilise aussi souvent avec mes équipes. Concentration, cohésion, bienveillance, plaisir. Et ça reboucle sur un dernier podcast que j'ai entendu avec toi où on parlait de prendre du plaisir. Finalement, si vous faites un métier que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler le reste de votre vie. Ça, c'est une citation de Confucius. Donc voilà, faites un métier que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Kiffez ce que vous faites et allez-y à fond. Super, c'est un podcast avec Julien Ridouard qui nous parlait du kiff. Exactement, exactement. Eh bien, écoute, on conclut sur ça. Henri, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci, Gaël. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Salut. Ciao, Gaël. Et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Et on s'entend, on s'écoute la semaine prochaine sur le prochain podcast. Salut. Ciao.